Depuis 2018, on sait que Notch, le créateur du jeu, a parfois des pensées assez racistes, Mais est-ce que il a créé Minecraft avec ce type de notion en tête? Dans cette vidéo, je vais expliquer en quoi les villageois pourraient être inspirés des stéréotypes, ou même de la culture juive, toute la symbolique religieuse qu'il y a dans ce jeu, et pourquoi des fois, à des moments, les gens deviennent complètement obsédés par la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Gays for Gaza is like chickens for KFC. C'est-à-dire au nom d'un judaïsme aristocratique d'élite, nous n'avons pas de frontières, nous sommes chez nous partout, nous sommes l'élite du monde. Ouais, eh ben c'est vrai, t'es juif. Ouais. That's not human, man. You're not regular, man. Nigga was the devil, man. Le tout premier argument de cette vidéo, c'est le golem. À la base, c'est une histoire qui vient des juifs d'Europe de l'Est, le golem de Prague, où en gros, il y a un rabbin qui fait de la magie juive, qu'on appelle la Kabbale, parce que comme d'habitude, sa communauté se faisait persécuter. Donc il prend de l'argile, et avec des rituels, tu sais, il écrit des trucs en hébreu sur lui, il va créer le tout premier golem. À Skip, l'argile, il allait le chercher avec deux autres rabbins, où chacun d'entre eux était censé représenter un des 4 éléments. Il y avait l'eau, l'air et le feu, et genre c'est des dons qu'ils ont eu à la naissance. Et le 4e élément, c'est de l'argile qui représente la terre. Bref, du coup, le tout premier golem servait à protéger les communautés juives en Europe de l'Est contre leur propre persécution. Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire, dans ce contexte. Déjà, c'est pas comme les juifs en France. En Europe, du coup, de l'Ouest, la plupart du temps, les juifs vivaient dans les villes, dans leur propre quartier, leur propre ghetto, où ils sont toujours très en minorité. Alors qu'en Europe de l'Est, il y avait des villages entiers où ils parlaient leur propre langue, le yiddish. Du coup, imaginez, tu sortais de chez toi, tu faisais 20-50 km, t'arrivais dans un village où t'avais 70%, 80% de juifs. Genre un village entier séparé des autres, où il y a une culture différente, ils parlent une langue que tu comprends pas forcément. Et la seule raison pour laquelle tu y vas, souvent, c'est pour le commerce ou le troc. Je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Surtout que dans ces villages, comme les villages de Minecraft, c'est des gens qui avaient rien pour se défendre. D'où vient l'histoire du golem. D'ailleurs, ces villages qui s'appellent des Stelts et qui maintenant n'existent plus, à cause de... Ah, vous savez bien. Ils étaient peuplés d'un type de juifs qu'on appelle les juifs ashkénazes, qui sont les plus connus pour le meilleur et pour le pire. Bon, je dis ça parce qu'à chaque fois t'as une théorie en mode c'est des génies du mal, ils contrôlent le monde, les enfants. On te dit en gros que c'est des ashkénazes. Mais aussi à chaque fois t'as une découverte scientifique, le truc améliore, pousse la civilisation, des trucs intellectuels. C'est aussi un juif ashkénaze. Maintenant ils n'existent plus comme ça en majorité, de façon homogène. Parce qu'en France par exemple, on a aussi les juifs séfarades, qui sont du coup ceux du Maroc et d'Algérie, comme par exemple Gad Elmaleh, Elie Semoun, Bernard-Henri Lévy, ou encore Éric Zemmour. En fait, en réalité, il y en a dans beaucoup de parties du monde. Genre, il y a même des juifs noirs en Éthiopie. Pourquoi tu rigoles? Il y a aussi une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Les 2 derniers juifs d'Afghanistan se battent ». Et dans la vidéo, juste ils s'embrouillent pendant 15 minutes. Zavlan bazı rezeni kar, zavlan. چرا دو میزنی زولان دیونه شدی چی بلا؟ بیا من به تو گفت بدی نگفتم دو میزنی دیگه چی کار داری؟ پدر میگی، مرده میگی، زن میگی، فاش میگی، هر چی میخوای میگی. چرا بیگناه بشی تقصیر؟ اسرائیلی چی شد؟ افریقی چی شد؟ Pour en revenir sur le golem, techniquement c'est complètement une histoire juive, genre c'est vraiment, c'est la culture juive, c'est, il y a même des mecs qui disent que, vous voyez la rose, ça viendrait du fait que eux, dans plein de plats traditionnels, ils ont de la rose. Bon, sur cette théorie, je suis pas trop fan. Ce que dit Mojang sur l'origine des golems, plus spécifiquement Jeb, c'est que ça serait inspiré d'un film de Ghibli qui s'appelle Le Château dans le ciel, où il y a cette scène avec une rose. Mais en vrai, leur réponse est un peu bizarre, parce que à part ça, le golem dans le film, il vole, il fait des lasers avec ses yeux, il y a pas de protection d'un village. Par contre, dans le film, il y a des références aux civilisations antiques, parce qu'il y a tout un truc où c'était un peuple du passé, qui avait une technologie extrêmement avancée que maintenant on comprend plus. Les pyramides qu'on voit là, c'était des foutues antennes. Pour ceux qui savaient pas, à la base, les juifs, enfin les hébreux, ils s'étaient fait rendus esclaves par les pharaons d'Égypte. Et en fait, en Égypte, ils commençaient à avoir trop d'hébreux, ils faisaient trop d'enfants. Donc le pharaon donne l'ordre d'exécuter tous les bébés nouveau-nés garçons. Et là, du coup, il y a une mère qui met son nouveau-né, son bébé, dans une barque qu'elle va laisser couler au long du Nil. Le Nil, la rivière. Et cet enfant dans cette barque, ça va être Moïse. Puis en fait, la barque, elle se fait récupérer par la fille du pharaon. Du coup, Moïse grandit littéralement dans une famille de pharaons, dans le luxe, il est bien éduqué. Bref, je vais pas raconter toute l'histoire. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Je pense que ça va pas vous étonner si je vous dis que Minecraft s'inspire de plusieurs choses, dont certaines qui vont nous être pas mal utiles pour comprendre l'origine des villageois, comme le Moyen-Âge. Enfin plus précisément, l'univers médiéval, religieux, même judéo-chrétien. Déjà t'as tout le délire avec l'armure, l'épée, dans la nouvelle version le shield. En fait avec du recul, tout Minecraft, c'est un délire médiéval. Bon à part le fait de miner, est-ce qu'il c'est dans des grottes, genre miner des diamants? Bien sûr que non, je sais pas ce que je raconte. Mais par contre le reste, tout le reste, l'agriculture avec la houe, l'Underdragon, les mythes, les légendes avec les dragons, l'arc, l'arbalète, les chevaux, maintenant la lance, je peux donner des exemples à l'infini. Et pourquoi je parle de l'époque médiévale? Parce que un juif religieux à cette époque,
Ça ressemble à ça. Samy, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a que moi. Même leur façon de s'habiller, même à l'époque de Moïse. Bon, peut-être que là je tire un peu, mais faut savoir que le chapeau qu'ils ont sur la tête, c'était un signe de distinction religieuse, comme la kippa ou le voile aujourd'hui. Mais je crois à l'époque ils étaient forcés de l'avoir, et aussi il y avait différentes versions, donc je suis peut-être un peu biaisé. Par contre, il y a ce délire où même au Moyen-Âge, ils avaient pas le droit d'avoir de château, pas le droit d'avoir d'armée, pas le droit d'avoir de terre. Ils dépendaient de la protection du roi ou du seigneur local. Ce qui ressemble quand même pas mal sur plusieurs points à un village MC. Les gars, est-ce que vous pensez qu'il faudrait leur donner une armée, plein de terres, ou même un pays? Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Bon, là dans la vidéo on a vu les golems, on a vu les shtelt, je vous ai raconté un peu l'histoire de la culture juive. Bon, j'avoue, le texture pack que j'ai utilisé, c'est un mec antisémite qui l'a fait, avec tout le respect comme dirait l'autre. Bon, vous avez pas les sons, mais genre en survie il fait des... Shalom, shalom. Et plus le niveau du villageois il est élevé, c'est plus il peut trade et tout là. Genre plus il a un gros billet dans sa poche. Ouais, c'est une catastrophe. Mais pour illustrer la vidéo, il était quand même pas mal utile. En fait, je me rends compte un peu maintenant, parce qu'en fait, l'argument le plus... ça rend le truc un peu sale, vous allez comprendre. Et je vais pas plus vous faire attendre, je parle bien évidemment du nez. Shalom, Shaviri. Pour résumer, du coup, le villageois, il adore commercer, il adore les émeraudes, l'argent. Notch, le mec qui les a créés, il est un peu raciste, un peu antisémite. Le pouvoir du villageois, c'est littéralement de faire apparaître des golems qui va le protéger. Et il a un long nez. Bon, il y a des mecs qui disent que, vous voyez les temples dans le désert, selon la théorie, en fait, ça serait une synagogue. Genre ça y ressemble. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך. Le traçage, puçage du vaccin Bill Gates, si vous articulez tout ça, on peut très bien arriver à un moment donné où on va avoir des mecs qui arrivent peut-être de la planète Mars, qui parleront hébreu. Là, c'est rencontre du troisième type, hein, c'est Spielberg, hein, la liste Schindler s'allonge encore. On aura un martien qui parle hébreu, qui nous expliquera bien qu'ils viennent de mettre leur ambassade à Jérusalem, et effectivement, les peuples préparés, terrorisés, tomberont à genoux et obéiront. Bon, dernière partie de la vidéo. Je voulais expliquer pourquoi il y avait des gens qui étaient obsédés par... La communauté. Ou si certaines personnes, certains groupes contrôlent le monde, comment ils le feraient. Donc en gros, je vais expliquer deux théories qui parlent de l'origine, vraiment l'origine du mal dans le monde. Il y a un truc qui est très flippant, c'est que les deux parlent de sacrifice humain. Oui, de sacrifice, enfin, vous allez comprendre. Bref, première théorie. Le concept part du principe que pour apprendre, pour coopérer, les êtres humains, on s'imite tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des cultures, c'est pour ça qu'il y a des façons de faire, c'est parce qu'on s'imite perpétuellement. On se copie, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'on va aussi copier, on va aussi mimer les désirs qu'on a les uns les autres. Tu sais, il va y avoir des tensions parce que les gens désirent les mêmes choses. Du coup, la théorie explique que dans une communauté de personnes, il va perpétuellement avoir des conflits à cause du désir mimétique. Et ce conflit, il va entraîner de la violence, du chaos. Et comment du coup éviter ce problème? Pour résoudre ce problème, enfin essayer de le résoudre, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont trouver un bouc émissaire qui va les obséder et sur lequel ils vont pouvoir extérioriser à travers une victimisation, de la violence, des insultes. Et là, vous pensez peut-être comprendre là où je veux en venir, ou même que c'est assez logique, assez simple. Mais c'est là que la théorie elle devient bien... En fait, quand on se copie, quand on mime pas que nos désirs. On peut aussi copier cette obsession contre le bouc émissaire. Et donc tout le monde devient obsédé contre le bouc émissaire. Tout le monde se copie. Tout le monde a envie de lyncher le bouc émissaire, de l'insulter. Et quand les gens ils font ça, ils sentent mieux. Les tensions dans le groupe, elles se relâchent. Quand ils vont l'insulter, quand ils vont le rabaisser, quand ils vont le... Mais bien entendu, cette expérience ne va pas détruire le désir mimétique. Cette expérience va le calmer pour un certain temps. Mais le moment va vite reparaître où les rivalités vont recommencer. Et alors là, la société réconciliée, terrorisée à l'idée de retomber dans cette crise, a fait beaucoup de mal, mais des désordres inconcevables. Et elle va penser à ce qui s'est passé. Comment cette crise a été résolue? En tuant une victime. Et si on essayait la même chose? Et c'est ce qu'on appelle, bien entendu, le sacrifice. Il faut comprendre que le mouvement vers le sacrifice, loin d'être quelque chose d'imaginaire, d'absurde, etc., dure depuis trop de temps. Il doit y avoir des dizaines de milliers d'années qu'il existe. Il y a forcément quelque chose de beaucoup plus fondamental dans une institution comme le sacrifice, qui est universel, qui a été universel à une certaine époque. Eh bien, ma réponse, c'est que les hommes sacrifient les victimes tous ensemble, dans l'harmonie la plus pieuse qui soit, afin de chasser la violence.
Le mec dans la vidéo, il s'appelle René Girard. Il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France parce que la finalité de sa théorie, c'est de dire que la Bible, du coup l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est des textes uniques parce qu'ils décriveraient ce processus. Je vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire et c'est une vidéo Minecraft et je sais même pas s'il y a une personne qui a compris juste le délire de sacrifice. En France, souvent ce qui est en rapport à la guillotine, la symbolique qui est autour, histoire avec Louis XVI, le fait qu'on a tué le roi, culturellement c'est un espèce de sacrifice que les gens essayent de refaire perpétuellement. Ce qui est étonnant dans la Bible, c'est à quel point la foule apparaît partout. Et ce qui nous montre, ce qui n'est pas vrai dans les mythes. Dans les mythes, on ne voit jamais la foule. Pourquoi ? Parce qu'elle a raison. Parce que c'est elle qui parle. If every king is a kind of living God, then we have to also believe the opposite, that maybe every god is a dead or murdered king. I don't know if this is an alternate history theory, but I'm always into the René Girard. René Girard, hardcore Girardian. I studied under René Girard. Influenced me tremendously. He thought there was two cyber companies. Look out, and even though I know Peter, I've never met Peter Thiel, and everybody says he sort of jumps around and acts sort of strange, like he's on drugs. Smoking, yeah. Yeah. He looks under drugs. However, he has a company called Palantir, P-A-L-L-E-N, T-I-E-R. Palantir is Peter Thiel's company, and look out. Palantir, P-A-L-A-N-T-I-E-R? Yes. How you write Thiel? T-H-I-E-L-L-Y? T-H-I-E-L. L-L-Y? No. T-H-I-E-L-L. Okay. So he thought that Peter would put you on the board of Palantir. Peter Thiel is one of the best. I've never met him. He's going to come here next week. Huh. So I wanted to talk to him after I talked to you. Okay. What they are? It's a lobbyist. What they are doing? They are the biggest venture capital people in Silicon Valley. Well, bigger than Sequoia or Kleiner Perkins? These are the new Kleiner Perkins. Everybody, these are the smart boys. Ce qui est étonnant dans la Bible, c'est à quel point la foule apparaît partout. Et ce qui nous montre, ce qui n'est pas vrai dans les mythes. Dans les mythes, on ne voit jamais la foule. So what do you think about the use of artificial intelligence or lavender by the IDF in identifying Hamas targets? Look, I'm not, without going into all the details, What do you think a guy like Palantir, Peter Thiel's end game is? Do you think he has an end game? Because I think he seems like a dark lord to a lot of us. I think Peter is one of the most brilliant people I've ever met. I think he's smarter than me, that's for sure. I think he does get caricaturized in the media as this like evil mastermind. As a villain, he does. I never met him. I met him. We're very close friends. I shouldn't have brought it up then. But the basic idea was that we could never win an election on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through technological means. How far into Facebook did it actually become a company? Probably, I think it became a company when Peter Thiel invested about 6 months in. I think Peter was the person who told me this really pithy quote that in a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. It's not for us to second guess everything, and I believe that broadly the IDF gets to decide what it wants to do, and that they're broadly in the right, and that's sort of the perspective I come back to. And on the far right, they don't like us because they think I'm somehow a Jewish conspiracy, because 2 of the 4 or 5 co-founders are Jewish. I'm like, okay, great. You know, a lot of Jews are successful. It's not all conspiracy. It is a fact. Those are just the facts. Donc, ce n'est pas de l'antisémitisme. Ce que nous dit la Bible,
apparaît comme antisémitique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous voulez, elle dit sur les Juifs une vérité. If we emanated from tribal societies have always had leaders. When you have leaders, you're going to have dissent, you're going to have challenges, you're going to have politicking. You have people negotiating to try to maintain power, keep everything organized. That's the origin of politics, correct? You know, I think that's a whitewashed Enlightenment rationalist description of the origin of politics. Yeah, what do you think the origin of politics I is? think it's far more violent than that. Like, and when you're politicianing, right? Like, you need help, you need support. Yeah. You have sponsors and stuff, right? Correct. One of your primary sponsors is a guy, Peter Thiel, right? Yeah. And he's in the tech world. Yeah. And I never met him, you know? Sure. Well, I think at the beginning was Madness and Murder. Yeah, Madness and Murder. And I don't know. I don't know if it got that much more rational. I don't know if it's that much more rational today. Well, you know, my friend Peter Thiel, once reflected that the future was supposed to have flying cars, but we don't have flying cars. Le sacré, c'est toujours la dualité du plus méchant, du plus violent et du plus bénéfique, d'une puissance tellement supérieure aux hommes qu'elle peut assurer à la fois leur destruction et l'ordre dans la communauté. And this is one of Girard's book was I see Satan fall like lightning, and it's sort of to see Satan is to see Satan fall. So the only time Satan appears in the Bible is at the very end of the world. No human being ever sees Satan simply, because to see Satan is to see Satan fall.